Voilà, donc je vais vous parler du monitoring des îlots de chaleur urbains qu'on fait donc à la métropole. Donc, présentation du territoire, et puis vous aurez aussi droit à la diapo touristique, comme les autres, il n'y a pas de raison. Toulouse Métropole, 37 communes, 818 000 habitants, donc au dernier comptage officiel. 1,4 million d'habitants pour vraiment l'aire urbaine au sens large. Et la ville-centre de Toulouse, 504 000 habitants, 130 000 étudiants. On a 833 hectares d'espace vert et 18 hectares de vignes. Et on a donc 18 km dans 16 km de berge de la Garonne en ville. Ce qui est intéressant à noter sur la taille de la ville-centre, en fait, c'est que c'est la première ville à ne pas être découpée en arrondissements. Voilà. Alors, il y a des quartiers de démocratie locale, mais ce n'est pas vraiment des arrondissements au sens Paris-Lyon-Marseille, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la diapo touristique. Donc les sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, le canal du Midi, la basilique Saint-Cernin, et puis les spots instagrammables, donc le dôme de la Grave, le Capitole, etc. Et puis quand vous aurez les supports, vous pourrez cliquer sur le lien pour avoir la petite vidéo promotionnelle. Je ne vous le fais pas là. Évidemment le rugby aussi. Oui, le rugby et Airbus. Donc la jeunesse du projet, donc c'était quand même bien. Alors, c'est parti de la direction métier, donc ça c'était intéressant. Donc c'est vraiment la direction de l'environnement qui voulait pouvoir établir la carte des îlots de chaleur urbains, et ils ont commencé avec des stagiaires. Donc c'est vraiment parti de Shadow IT, vraiment clairement. Donc des stagiaires d'été qui ont installé des stations météo, qui les ont connectées sur un Google Doc en vrac dans un coin, avec une remontée de données via Sigfox, puisque Sigfox c'est donc quand même une entreprise toulousaine, même si elle va un peu moins bien maintenant. Donc voilà, donc c'est parti de ça. Et puis évidemment, comme toujours, quand il y a du Shadow IT, après on vient voir la direction du numérique, puis on dit au secours, ça marche plus, on a besoin de vous, quoi. Bon, on a été gentil, on a dit d'accord. Et puis, ils ont un doctorat en chiffres qui est arrivé à partir de septembre 2019 et qui est en partenariat avec Météo France, puisque Météo France est installé à Toulouse. Et ça tombait bien, puisque une plateforme de données Big Data, donc on met en place en régie à la direction du numérique, commençait à être opérationnelle aussi en septembre 2019. Donc ça, c'est bien calé. Ce qu'on a fait, donc, c'est que à partir de juin 2019, donc il y a eu vraiment des installations de stations météo de façon un peu systématique. Et puis en plus, en juin 2019, on a quand même eu une première vague de chaleur, une première vague de canicule, donc ils en ont mis pas mal. Et la première chose qu'on a fait, on s'est dit, on va récupérer les données et puis on va les exposer en open data. Et finalement, c'était la récupération via la plateforme open data qui a permis de commencer à pouvoir stocker les données avant même de savoir comment on allait opérationnellement les traiter. Et puis, on a eu au même moment l'opportunité d'un POC, donc avec la Caisse des dépôts, pour le traitement massif des données issues des stations. Donc ça a été fait au cours de l'année 2020, donc qui n'était pas l'année la plus favorable pour ce genre d'exercice, comme vous vous souvenez. Et donc, il y a eu ce POC qui a été fait. On est arrivé à des résultats, des cartographies d'ICU. Et puis, fin du POC, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu tout réécrire sur la plateforme Yadata à partir de mi-2021, puisque les outils qui avaient été utilisés par les équipes de ICDC, ce n'étaient pas des outils qui étaient libres et qu'on pouvait nous réutiliser. Donc, on a tout réécrit par rapport à notre plateforme. Donc, plateforme en régie, qui, elle, fonctionne sur des outils libres, exclusivement. Donc voilà, donc ça c'est la plateforme Yadata. Donc je vous ai mis la page d'accueil, donc avec les cas d'usage qui sont actuellement en exercice, qui fonctionnent, et donc sur l'environnement qui a été le deuxième cas d'usage. Le premier, ça a été sur le stationnement. En 2018, stationnement, dépénalisation, donc récupération de données, le gaspillage alimentaire, l'environnement, et puis un qu'on est en train de développer sur la déontologie, ce qui est l'analyse des conflits d'intérêts des élus avec les textes des délibérations. Ouais, mais donc là, on va s'intéresser au cas d'usage sur l'environnement. Donc voilà, donc il se découpe en sous-cas d'usage, donc les stations, la supervision des stations, évidemment, les calculs des ICU, et puis une cartothèque, puisqu'il y a des cartes qui sont cartes d'été, cartes d'hiver, donc selon des épisodes météorologiques. Donc la carte est faite, elle est stockée, ça évite de chaque fois la relancer. Donc on a une cinquantaine de stations et on récupère les données toutes les 15 minutes, ce qui au sens météorologique revient du temps réel.
On détermine le type de temps de la journée, mais ça, c'est fait en lien avec, Météo France puisque, finalement, s'il fait beau, mais il y a beaucoup de vent d'autant, ce qui est quand même un sujet, hein, il y a des Toulousains dans la salle, ils le savent. Est-ce que c'est une journée type ensoleillée ou type venteuse? Voilà, donc l'intérêt de ça, c'est de pouvoir après corréler avec, sur d'autres cas d'usage, eh bien les activités des gens, mais selon le type de temps et on essaie de le faire justement sur les déchets et sur les points les apports, en déchetterie et en particulier sur les déchets verts. Donc voilà, donc on essaie alors pour l'instant, c'est pas très flagrant, hein, mais on essaie de voir si, après un week-end ensoleillé, si on a plus de déchets verts, bon voilà, par exemple. On a, donc ce truc-là qu'on fait donc, hein, et ça permet d'alimenter donc cette base-là, puisqu'on sait bien que la météo a une influence sur les comportements humains, mais on ne sait pas encore dire si, la différence entre 15 degrés, 18 degrés, où il fait beau, il pleut, il y a du vent, il n'y a pas de vent. Bon voilà, donc pour l'instant, on fait ça. Le calcul se fait donc avec un algorithme d'extrapolation et il se fait à partir des données des stations, plus des données de contexte qui sont le contexte bâtimentaire. Le bâti, la 3D, la trame verte et bleue, la végétation, et puis aussi des choses sur l'orientation des rues, puisqu'il y a un phénomène qui s'appelle les brises urbaines. Donc, selon la façon dont la rue est orientée, soit elle prend le vent, soit elle ne le prend pas. Donc, c'est là où on sait qu'on s'envole, s'il y a vraiment trop de vent. Mais parfois, l'été, quand il fait 40 degrés, c'est sympa quand même d'avoir un peu d'air. Voilà, donc tout ça, ce sont des éléments qui sont utilisés pour le calcul de l'ICU. Et voilà, donc ça, je vous ai fait 2 captures d'écran. Donc c'est le 23 août 2023. Depuis qu'on a mis des stations en place, donc depuis 2019, c'est la journée la plus chaude qu'on ait eue. Alors, c'est pas super visible l'échelle, mais je vais vous la donner. Donc, à 17h30, c'est la carte qui est en haut à gauche, là, tout en jaune. Paradoxalement, là où il fait le plus chaud, c'est pas dans l'hypercentre, mais parce que c'est un jour de vent d'autant. Et donc, la chaleur a été poussée le long du couloir de la Garonne, et c'est le nord de l'agglomération où il faisait le plus chaud, il faisait 42, un peu plus 42,7 degrés. Et pourtant, quand j'ai choisi la date, j'ai pris la station qui est vraiment dans l'hypercentre ancien, station des Carmes, et pour dire, voilà, c'est ce jour-là où il a fait le plus chaud à cet endroit-là, à cette heure-là, à 17h30, puis c'est toujours en fin de journée qui fait le plus chaud, entre 17h30 et 18h, qui est renforcé par l'effet four, hein, puisque la ville de Toulouse est faite en briques, ce qui fait four réfractaire, vraiment. Hein, donc on sort dans la rue, c'est vraiment le four, c'est dans tous les sens du terme. S'il y a du vent, ça va, et s'il n'y en a pas, ça va moins bien. Et là, donc 42,7 dans les zones rouges, mais que 40 dans les zones donc, qui apparaissent là en bleu, qui sont des zones boisées. Donc tout à gauche, c'est une forêt, la forêt de Bouconne. Puis à droite, c'est aussi des zones agricoles. Donc grosso modo, en fin de journée, on n'a pas une vie différente selon qu'on est dans l'hypercentre ou qu'on est plutôt en zone rurale, puisqu'il n'y a que 2 degrés d'écart. En revanche, on ne passe pas du tout la même nuit. Parce que là, vous avez la même carte donc à 6h30 du matin. Donc là, l'écart, il fait 30 degrés là où c'est le plus rouge. Donc là, c'est l'hypercentre, on le voit. Mais 24 degrés dans les zones bleues. Alors, on ne dort pas pareil du tout, hein, quand il fait 30 ou 24. Hein, donc, je pense que vous l'avez plus ou moins tous vécu, soit chez vous, soit à l'occasion de voyages dans les zones plus chaudes. Donc, voilà, donc ça, c'est un point important, en fait, c'est que l'îlot de chaleur urbain, ce n'est pas forcément un phénomène de jour, que de jour. C'est aussi un phénomène de nuit. Je ne vous ai pas mis de carte d'hiver parce que ça n'avait pas forcément d'intérêt pour la démo, mais l'hiver aussi, on a des grosses différences entre l'extérieur ou le centre. Mais parfois, en janvier, qu'on a eu une micro-vague de froid, il faisait moins 3, moins 4 dans les zones qui sont représentées en bleu là, sur la carte de nuit, et 3 ou 4 dans l'hypercentre. Donc il y a aussi un écart de 10 degrés qui peut se passer l'hiver. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Parce que voilà, alors on fait des cartes, ça c'est bien, donc toutes les quarts d'heure à la volée. On peut avoir une carte donc sur une date précise, donc sur aussi on peut avoir soit en température exacte, soit en écart, puisqu'on peut montrer aussi l'échelle peut être juste l'écart qui se fait. Après il y a d'autres types de cartes, mais qui sont plus dédiées aux météorologues. Là je vous ai fait plus la version Café du Commerce, hein, pour Culture G.
Donc c'est utilisé pour, le confort d'été qui s'appelle Toulouse plus fraîche. Donc, l'été dernier, on a mis en place des ombrières dans des points qui sont assez névralgiques. On en a mis 2 sur la place du Capitole puisque c'est très minéral et on ne peut pas la végétaliser puisqu'il y a un parking souterrain. Donc même si on a mis des petits arbres en pot, ça ne suffit pas pour rafraîchir. Et puis la place, elle est quand même emblématique telle qu'elle est, hein. Vous avez vu une des photos, c'est une place très minérale. Et puis dans une rue piétonne qui est très passante à proximité. Voilà. Et donc on a quand même vu, donc, en mettant en place ces ombrières, qu'il y a quand même une différence de 5 degrés à côté et sous l'ombrière, alors que c'était des petits, comme des petits fanions brillants, dorés, accrochés à un filet, et qui bougeaient avec le vent, qui faisaient un petit bruit comme des bruits de roseaux. Donc c'est pas une toile, quoi, hein, c'est pas un truc comme on a à Malaga, une toile au-dessus de la rue. C'était ces petits fanions, mais ça apportait quand même cet effet-là. Et le fait que ce soit des fanions qui bougent, ça apportait aussi un mouvement d'air, comme un petit ventilateur en pleine rue, et qui rafraîchit la ville. C'est aussi utilisé dans le cadre de la protection des publics fragiles en amont des alertes canicules officielles, puisque l'alerte canicule, elle est déclenchée par le préfet de département sur la base d'une station météo officielle de Météo France. Et à Toulouse, elle est sur les pistes de l'aéroport. Alors si on revient sur la carte, les pistes, et on les voit un peu voilà, comme ça. Donc c'est un endroit où il fait plus frais, puisqu'il y a de l'herbe entre les pistes, parce que c'est pas au milieu du bâti, etc. Ça, la préfecture, on ne prend pas en compte Mais c'est comme ça, je veux dire, c'est réglementaire. C'est la station officielle de Météo France. Et il se trouve qu'elle est sur les pistes de l'aéroport, donc c'est assez souvent le cas d'ailleurs, hein. Je sais que dans d'autres départements, c'est le cas. Et le seuil de déclenchement de canicule, c'est 38 degrés le jour, 21 degrés la nuit, 3 jours d'affilée. Vous voyez, là, le 23 août, on était au plus frais, on était à 24 degrés. Donc là, c'est 24 degrés. On est de toute façon au-delà du seuil. Néanmoins, entre le moment où on commence à voir les élévations de température et puis le moment où ça déclenche le seuil sur la borne officielle, il peut se passer une semaine. Donc l'intérêt, c'est pour la collectivité d'alerter les publics fragiles qui se sont inscrits dans le cadre de l'alerte canicule, hein, parce qu'on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Donc ceux qui sont inscrits, c'est de les prévenir en disant, voilà, on arrive, on s'approche d'un épisode de canicule. Donc tous les gestes qui vont bien, et puis toutes les associations aidantes sont aussi informées en amont. Et puis il y a une réflexion pour l'urbanisme dans le cadre de certains quartiers qui sont en rénovation, en construction, sur justement comment construire sur ces quartiers-là pour limiter les îlots de chaleur, ou au contraire faire plutôt des îlots de fraîcheur. Mais ça doit être complété donc par une étude complète sur les brises urbaines et aussi sur l'albédo. Alors l'albédo, moi j'ai appris ça récemment, hein, ce que c'est. C'est en fait le coefficient de réflexion de la chaleur par les bâtiments. Voilà. Donc un bâtiment blanc, il réfléchit la chaleur, il l'emmagasine pas, et il fait que il n'y a pas de création d'îlots de chaleur urbain, à la différence d'un bâtiment vitré type la Défense, quoi. Voilà. Mais ça doit aussi se compléter avec des réflexions patrimoniales, puisqu'on ne va pas peindre la ville de Toulouse en blanc. C'est juste, c'est pas possible, quoi. C'est la ville rose, hein, donc voilà. Donc voilà, mais c'est quand même en réflexion sur la façon dont ça va pouvoir être utilisé par nos collègues de l'urbanisme, vraiment très précisément. L'algorithme tel qu'il est là, qui a été développé donc, par le doctorant et Météo France, n'est pas encore assez fin pour pouvoir détecter les effets de la débutimisation des cours d'école. Donc voilà, alors les points de douleur, problématique générique des capteurs IoT, parce que ces trucs-là, ça marche, puis un jour, ça ne marche plus. Donc qui est-ce qui le maintient ? La maintenance des stations météo, donc seul le doctorant est en capacité de le faire à date, donc c'est la seule personne de ma connaissance qui a un doctorat en météorologie et un CACES, puisque c'est lui qui monte sur la nacelle pour aller changer les capteurs. Une équipe qui est composée à 40% d'apprentis dont le renouvellement est à renégocier systématiquement. Et là, c'est un point de douleur actuel, puisque c'est maintenant que je dois le renégocier pour avoir les data scientists. On a 2 data scientists, mais ce sont des apprentis, parce qu'ils sont difficiles à recruter. En revanche, en alternance, c'est finalement facile, puisque on a évidemment l'université Paul Sabatier qui a des formations spécifiques, et ils cherchent toujours des alternances. Donc c'est facile d'avoir des apprentis, c'est difficile de les garder, quoi. Bon. Les développements avec la caisse dans le cadre du POC qui n'ont pas pu être réutilisés en l'état,
Et puis les cas d'usage qui pourraient être plus utilisés par les autres métiers de la collectivité. Voilà, ça c'est un point. Et à refaire, alors oui, mais pas avec des stagiaires ou des apprentis, hein, avec une équipe un peu plus stable. Un POC, ce n'est pas une première étape, ce n'est pas une version alpha d'un projet, hein, c'est toujours quelque chose. Alors, ça permet de démontrer des trucs, mais après, il faut tout refaire, donc il ne faut pas se leurrer. En revanche, ça a permis au métier de l'environnement de s'acculturer, de faire attention à ce qu'il voulait, comment il voulait que les choses soient représentées, se mettre en ordre de marche sur la donnée. Ça a quand même cette vertu-là. Mais techniquement, ça ne fait pas tout. Et puis, dernière chose, c'est éviter les périodes de pandémie mondiale. Mais bon, ça, c'est pour tout le monde pareil. S'il y avait un souhait à faire. Merci beaucoup, Sandrine. On peut l'applaudir.